Voilà, merci Alain Macap, toujours important. La gestion de patients, c'est de plus en plus important. Donc vous voyez, je complète un peu ce que dit François Habb, et dans le domaine de la santé intime. Alors on est dans la prévention, donc je vais aller rapidement pour prévenir du temps, gagner du temps. Vous pouvez me parler à la pause, hein, n'hésitez pas. Donc en fait, on va parler de santé sexuelle et le corollaire, la vie intime et sexuelle. Donc en fait, le domaine, c'est l'hygiène, la sexualité érotique, la génitalité, la vie identitaire et la vie de couple. Et l'intimité, en fait, elle a deux composantes. Elle est psycho-émotionnelle avec soi-même et physique avec l'autre, et en général, le partenaire, bien évidemment. Elle est non visible, donc vous voyez, c'est vraiment chose qui est très particulier. Que nous disent les patients? Alors là, maintenant, c'est l'effet tsunami. Bon, ça, vous le connaissez, je vais aller rapidement. Hein, c'est un accident de vie majeur pour le patient. Et ce qui est propre à la sexualité, c'est aussi, bien sûr, la partenaire. Alors, quand on demande un petit peu aux patients, qu'est-ce qui a été le pire, vous voyez, le pire de ce que vous avez ressenti de votre maladie cancéreuse. Ben, vous voyez, en fait, les troubles urinaires et sexuels, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est vraiment les motifs majeurs de peur, de détresse. Et quand on demande, vous voyez, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été stressé, anxieux ou déprimé, ben, vous voyez, on voit très bien que l'impuissance, l'incontinence, on la retrouve partout. Vous voyez, que ce soit lors du diagnostic, que ce soit lors du traitement hormonal, lors des effets, lors des biopsies et de la radiothérapie. Donc, vous voyez, ça confirme. Et comme ce qu'on vient de dire maintenant, vous voyez, en fait, les effets indésirables du traitement, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, c'est un patient sur 4. Donc, c'est extrêmement fréquent, bien évidemment. Alors, quand on voit même 15 ans après, donc c'est une enquête qui a été faite chez pratiquement 1000 personnes, 15 ans après le traitement. Donc vous voyez, 15 ans, la moyenne d'âge du cancer de prostate, c'est 68 ans. Donc vous voyez, on arrive dans les 80 et quelques. Donc on a posé la question aux patients, on leur a demandé qu'est-ce que vous regrettez. Alors, différents traitements, radiothérapie, pardon, excusez-moi. Vous voyez qu'en fait, que le syndrome urinaire, enfin, le regret sur le côté urinaire, c'est en gros 15%. Par contre, le regret sur la composante, on est 15 ans après, hein, n'oubliez pas, hein, sur la fonction sexuelle, pour des personnes qui sont a priori plus de 70 ans, 75 ans, ben vous voyez que ça monte à pratiquement 40%. Donc vous voyez vraiment, on voit que dans les regrets du traitement tardif, c'est plutôt le côté de la sexualité que le côté urinaire, et ça confirme ce que vient de dire François Habb, dans la mesure où on récupère beaucoup mieux au niveau de la fonction urinaire que de la fonction sexuelle. Alors, d'autre part, que nous disent les patients? Ben, ils nous disent qu'il y a vraiment une différence d'attitude et de perception entre les médecins, les soignés et les soignants. Là, c'est une enquête qui avait été faite, vous voyez, il y a une dizaine d'années, sur cancer de prostate et sexualité, et on demandait finalement quel était le ressenti, la différence de ressenti entre les soignés et les soignants. Ben, vous voyez qu'en gros, pour la fatigue, la douleur, etc., il y a en fait deux paramètres qui vraiment se distinguent beaucoup, c'est la capacité érectile et le désir sexuel. Alors pourquoi? Parce que on ne parle pas de sexualité, c'est tabou, etc. Donc vous voyez, on retrouve ça toujours de façon très importante. Alors quelles sont les notions importantes pour les troubles urinaires, mais surtout pour les troubles sexuels et intimes qui sont dans le domaine? On est dans le domaine du symptôme. Donc quand c'est un signe, on le voit, d'accord, c'est une cicatrice. Un symptôme, on ne le voit pas, donc c'est de l'interrogatoire. Okay. Donc en plus, c'est souvent, dans la sexualité, c'est masqué, donc c'est le tabou, la honte, donc c'est un diagnostic d'interrogatoire. Okay. Et surtout, toutes les enquêtes montrent que les patients et les partenaires, ils attendent que ce soit le professionnel de santé qui en parle en premier. Et le professionnel de santé dit, j'attends qu'on m'en parle, si on ne m'en parle pas, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez un petit peu, on retrouve toujours cette asynchronie qu'il y a entre les patients et les professionnels, d'où l'importance d'être proactif, c'est-à-dire c'est aux professionnels de santé d'en parler au titre de soins de support et de traiter tôt pour éviter que ça s'aggrave. Deuxième notion importante et fondamentale, par définition, le patient est le seul à pouvoir définir son bien-être et sa qualité de vie selon ses propres critères de valeur. Il y en a pour lesquels la sexualité, ils s'en foutent complètement. Il y en a d'autres pour lesquels c'est très important. Okay, mais si on ne pose pas la question, on ne peut pas le savoir. Donc finalement, privilégier les seuls critères biologiques et somatiques, ma PSA est bonne, il n'y a plus d'images, etc., ça ne peut plus suffire actuellement
pour évaluer la qualité des soins. Et vous savez, c'est ce qu'il y a de plus en plus actuellement. Et donc, toute l'importance d'inclure systématiquement des critères qui vont intégrer ce qui importe aux patients, c'est-à-dire leur vécu quotidien. Donc, c'est le concept de l'expérience patient avec les patient reported outcomes et les proches comme expertise des parcours et de leur amélioration. Donc, vous avez un rôle fondamental actuellement pour pousser les soignants à améliorer, que ce soit au niveau urinaire ou au niveau de la santé sexuelle. Alors, on a fait une enquête avec l'ANAMACAP, il y a maintenant 3 ans, on avait envoyé 1061 questionnaires et on a eu tout de même 600 réponses. Donc 50%, c'est tout de même bien, hein, c'est représentatif, etc. Et quand on pose la question, est-ce que la sexualité est importante ou pas importante, ben oui, la réponse, elle est très importante, 1 sur 2, et plus il est jeune, plus important. Et on retrouve ça partout, quels que soient les cancers. D'accord, hein, c'est une chose quoi. Et puis, par contre, elle est moyennement importante si c'est trop compliqué, s'il n'y a plus de désir, si on a peur de pas, plus de leur âge. Mais en fait, quand on a plus de leur âge, vous remarquez que ceux pour lesquels c'est sans importance, vous voyez que c'est vraiment une minorité. Donc, en fait, la sexualité, elle n'est pas du tout, et ça, on a plein d'enquêtes qui nous le montrent, en France et ailleurs, que la santé sexuelle et la vie intime, elle ne prend pas sa retraite. Donc, elle continue, et fort légitimement, qu'on soit malade ou pas malade, on a des droits à avoir une sexualité. Parce que la vraie vie, c'est quoi? Ce n'est pas un dialogue de sourds, mais c'est un dialogue de muets. Vous voyez, je veux dire. Pour ça qu'on a vraiment que ce soit les patients qui nous disent hey, « oh, les soignants, il faut que maintenant, on a amélioré le cancer, on guérit beaucoup de cancers, mais maintenant, il faut améliorer notre qualité de vie, d'autant plus qu'on vit de plus en plus longtemps sans ou avec un cancer grâce aux progrès thérapeutiques. » Alors, message clé pour l'importance. D'abord, la santé sexuelle, c'est un aspect très important de la qualité de vie et du bien-être, y compris chez les personnes de mauvaise santé. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et beau qu'on doit avoir une vie sexuelle et qu'on est vieux et vilain et malade qu'on ne doit pas en avoir. La satisfaction sexuelle est plus basse chez les hommes et les femmes en mauvaise santé par rapport à ceux qui sont en bonne santé. Ça, on a plein d'enquêtes. Et la vie affective et sexuelle des personnes vulnérables, malades, handicapées ou âgées doit être aussi prise en compte car elles ont les mêmes besoins et droits que celles qui sont en bonne santé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un cancer de prostate qu'on ne doit pas s'occuper aussi de votre qualité de vie et de votre santé sexuelle. Ça fait partie de la vie de tous les jours et du bien-être de tous les jours. Alors, cette enquête de 2021, elle était intéressante parce qu'on a pu comparer par rapport à une enquête qui a été faite par l'AFU en 2012, vous voyez, je veux dire, qui était un petit peu moins. Et en fait, en 2012, c'était un patient sur 2 disait « non, finalement, les réponses n'ont pas été bonnes, je n'ai pas été satisfait, etc. » Et qu'est-ce qu'on voit en 10 ans après? Finalement, vous voyez, est-ce que seul un patient sur 2 a pu poser les questions qui lui tenaient à cœur au propos de la sexualité, et plus d'un adhérent sur 2 juge des réponses obtenues insatisfaisantes ou moyennement insatisfaisantes. Donc finalement, vous voyez, c'est tout de même pas terrible, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, et toutes les enquêtes montrent que c'est comme ça, même s'il y a tout de même quelques progrès. Donc l'importance d'améliorer l'information, la sensibilisation et la formation des patients, des soignants et des proches, et d'accompagner, bien évidemment. Alors, les recommandations de l'AFU, elles nous disent finalement quoi au niveau du cancer de prostate localisé, je ne vais pas rentrer, c'est quasiment tous les traitements oncologiques du cancer de prostate entraînent une atteinte, un impact négatif sur la santé sexuelle et la vie intime. Et puis, on vient d'en parler, c'est pour ça que ça a été choisi. D'ailleurs, les fuites urinaires et les troubles érectiles sont de très loin les principaux effets indésirables fonctionnels, plus en cas de radiothérapie, des troubles digestifs, du traitement curatif du cancer de prostate. En fait, les troubles sexuels, on l'a vu tout à l'heure dans l'enquête, ils durent beaucoup plus longtemps statistiquement, en sévérité et en durée, notamment s'il y a une chirurgie. Alors, quelles sont les caractéristiques des troubles sexuels et urinaires? François A. vient de vous en parler d'ailleurs. En fait, ils sont invalidants, pas la peine de vous le dire, vous le savez. Ils sont iatrogènes, donc quand on trouve quelque chose de iatrogène, il faut tout de même qu'on répare, c'est notre boulot. Et ils sont prévisibles. Vous voyez, je veux dire, dans l'incontinence urinaire, on peut prévoir... pour les problèmes d'érection et de santé sexuelle, c'est pareil. Il y a des cas qui sont plus ou moins favorables, on va dire là, il peut y avoir plus de difficultés, etc. Donc, il y a une stratégie de prévention qui est non seulement possible, c'est déontologique, mais c'est obligatoire. Alors maintenant, vous voyez, ce changement, je veux dire que les problèmes de santé sexuelle et de vie intime, ça doit être pris en charge de façon obligatoire. Ne pas le faire, ça relève d'une mauvaise pratique médicale, ok ? Mais la réalité, c'est que la prévention et la rééducation fonctionnelle,
en fait, elles sont très inconstantes, et vous savez tous, vous êtes bien placés pour savoir que c'est soignant ou site dépendant, d'accord, largement. Et deuxièmement, ça vise surtout la rééducation urinaire, et le côté rééducation de la capacité érectile et de la capacité érotique, ça te laisse à désirer. Pourtant, la priorité, l'axe numéro 2, il y en a 5, de la stratégie nationale de lutte contre les cancers, c'est limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. Donc, c'est du soin de support pour réduire les CL, améliorer l'offre, améliorer l'habitation. Et on va en parler, je vais en parler. Je vous rappelle que depuis 2017, vous voyez, préserver les troubles de la sexualité, ça fait partie on doit le proposer de façon systématique et obligatoire. Donc ne pas le faire, c'est pas bien. Vous avez bien vu l'enquête, c'est tout de même 1 sur 2 actuellement. C'est pas bien. Et les mots-clés, c'est pas la sexualité, mais c'est les soins de support et on traite le cancer. Donc ça, c'est un deuxième message. Quand on s'occupe d'améliorer les troubles urinaires et les troubles de la santé sexuelle et de la vie intime, on traite aussi le cancer. Pourquoi? Parce qu'on va améliorer l'adhésion thérapeutique, on va réduire les facteurs de stress, on va réduire les risques de dépression qui eux-mêmes sont des facteurs aggravants du cancer. Il y a beaucoup de facteurs, mais maintenant c'est très bien documenté et prouvé. Alors pourquoi il faut s'en occuper? En fait, c'est une recommandation, c'est simple, c'est une recommandation 2021, vous voyez, donc l'INCa, on avait fait ce référentiel, d'évaluer la santé sexuelle et la vie intime chez tous les malades atteints de cancer, particulièrement ceux qui atteignent les organes génitaux sexuels et la sphère relationnelle, donc le cancer de prostate, du fait de la prévalence élevée des impacts néfastes, et c'est un grade A et un niveau 1. D'accord? Donc c'est une recommandation qui est extrêmement forte. La NAVACAP, d'ailleurs, participé avec Alain Mestre dans ces recommandations. Et de préserver ou rétablir l'autonomie fonctionnelle, y compris sexuelle, chaque fois que possible. D'accord? Alors, pour quels troubles? Il faut régulièrement évaluer les préoccupations, les besoins, les attentes des patients et des couples, car souvent masqués ou inavoués, d'avoir une approche globale, d'accord? Et d'analyser les impacts du point de vue du patient pour éviter les différences de perception soigné-soignant. C'est la première fois où c'était dans des recommandations. Alors, quels sont les troubles sexuels? Vous voyez, finalement, les troubles sexuels, voilà, vous avez la courbe où on a... ici, vous avez donc le désir, la phase d'excitation qui correspond à l'érection, le plaisir avec l'orgasme, et puis la phase de détumescence chez l'homme. En fait, toutes les fonctions sexuelles peuvent être touchées isolément ou plus souvent combinées, que ce soit donc les troubles du désir, les troubles de l'excitation, les troubles des rapports sexuels et les troubles de l'orgasme, du plaisir. En fait, vous voyez qu'avec le cancer de prostate, on peut être d'origine psychogène, d'origine iatrogène. Vous voyez, il y a différentes. L'orgasmurie, la perte d'urine lors de l'orgasme, et la fibrose. Donc, vous voyez, c'est très particulier, c'est bien identifié, mais il n'y a pas que la capacité érectile. Néanmoins, il faut dire que la dysfonction érectile et la baisse des désirs sont les deux principaux troubles, mais on a aussi des troubles identitaires, souvent présents mais invisibles. Quand vous dites je fais une castration chimique pour un homme avec le traitement hormonal et castration chimique, vous voyez, sur le côté identitaire, ça marque beaucoup. Alors, qui et quand? L'information, c'est des devoirs et obligations professionnelles pour tous les patients, mais aussi légales. Okay. Il est recommandé d'intégrer la question de façon régulière pendant tout le parcours de soins, le plus tôt possible, tout au long du parcours de soins, en tenant compte des priorités, du besoin, de la temporalité des patients, y compris en phase palliative, parce qu'on sait que ça existe en phase palliative. Donc, pour la première conclusion, c'est une forte demande, mais pour l'instant, la réponse est clairement, et c'est partout comme ça, peu ou pas satisfaite. D'accord ? Il faut évaluer régulièrement la fonction sexuelle, c'est obligatoire à titre de soins de support, ça va améliorer beaucoup de patients, mais aussi de couples. Ça va interférer, notamment dans le cancer de prostate, sur le choix de la stratégie thérapeutique. C'est un même très particulier, la surveillance active, où est-ce qu'on fait la préservation de nerfs directeurs. Et en plus, je vous l'ai dit, ce qui est nouveau, ça améliore souvent la santé globale et le traitement du cancer. Donc, aborder les complications sexuelles et urinaires, ça relève de la responsabilité de chaque professionnel. Ne pas déléguer de principe, informer, rassurer, en fait, ça suffit souvent car les problématiques sont en règle simples, sinon orientées. Donc, médecine centrée sur la personne et ses besoins. Et questions et réponses, donc les réponses, vous me les poserez tout à l'heure. Mais je vous rappelle un petit peu le contexte qu'il y a qui est très particulier. En fait, le principe de réalité, c'est l'épidémiologie du cancer de prostate en 2022, c'est 643 000. Alors si on rajoute le partenaire, parce que les hommes sont plus souvent en couple que les femmes, donc vous voyez, on arrive à peu près à 1 million de personnes, rien que pour le cancer de prostate. Je ne vous parle pas des autres cancers, des autres maladies. D'accord ? Et il faut savoir que les professionnels de santé qui sont des référents en santé sexuelle, c'est à peu près 15 000 en France. Donc vous voyez ce qu'il y a ?
Donc, rien que pour le cancer de prostate, 1 million et 15 000. Si on rajoute tous les cancers, on arrive à 6-7 millions et 15 000. Si on rajoute les diabètes, les maladies cardiovasculaires, on arrive à 30 millions. Si on rajoute les handicapés, on arrive pratiquement à 50 millions et toujours 15 000 professionnels. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut bien réfléchir à comment on va améliorer les choses, d'autant plus qu'actuellement, on a ce qu'on appelle l'infobésité, sur une inflation des connaissances médicales. Et le problème, c'est qu'on a une désinformation, une mésinformation. Alors, dans le domaine de la santé sexuelle, ça fleurit de partout, puisqu'on n'a pas d'éducation à la sexualité, donc les gens, ils ne savent pas. Donc, le danger actuel, c'est un vrai danger et il faut protéger la population, donc les patients, les populations vulnérables, dont les personnes qui ont là, et en plus protéger les professionnels qui font l'effort de se former. La littératie en santé dans la vraie vie, ça vient de sortir, hein, ça date de 1 mois à peine, c'est la capacité de chacun à accéder, comprendre, évaluer et utiliser les informations et les services nécessaires à sa santé. Donc on est en plein, vous avez bien vu, parce que dans la vie. Et là, ce n'est pas du tout dans la santé sexuelle. Donc actuellement, communiquer avec les professionnels de santé au niveau de la population générale, pour tout ce qui est santé, hein, pas uniquement la santé sexuelle, vous avez à peu près 30% d'adultes qui nous disent on a des difficultés à communiquer avec les professionnels de santé. Et pour accéder aux informations en ligne, vous voyez, c'est pratiquement 3 sur 4. Et encore, je vous dis, c'est pour la santé générale, c'est même pas la santé sexuelle. Alors là, on passerait tout de suite à 60% et beaucoup plus, d'accord ? On avait demandé à vous, on avait demandé aux membres de l'AFU, de l'ANAMACAP, pardon, quel était le support d'information ils souhaitaient. Vous voyez, en fait, quand on avait fait l'enquête, ils disaient, en fait, plein de supports d'information. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu ce projet de faire le projet CATRAS. Hein, donc, CATRAS, c'est-à-dire accompagnement, apprentissage, autonomisation, auto-apprenant en utilisant l'intelligence artificielle en santé sexuelle et en vie intime. Donc, c'est de développer une plateforme innovante numérique d'information et d'éducation thérapeutique labellisée. C'est-à-dire que là, en fait, ça sera labellisé, donc les sources sont fiables, on peut y aller, et qui est évolutive et renforcée par des ateliers et une foire aux questions. Et c'est un travail qui a déjà commencé, et notamment avec l'ANAMACAP, puisque c'est un travail qui est en coalition et en co-construction avec des associations savantes et de patients. Alors pour l'association savante, c'est l'association francophone des soins de support, l'association des sexologues et l'ANAMACAP, et Doctical, qui est l'hébergeur et le pilote éditorial, donc les créateurs et les pilotes sont là, les fondateurs. On est dans l'économie sociale et solidaire, on ne veut pas faire du business, ça veut dire que ça va être gratuit, d'accord ? Mais on cherche des sous. Et puis, on espère, et c'est l'objectif, on a travaillé que l'AFU, donc les urologues et les gynécologues, s'il y a aussi les femmes qui doivent bénéficier de ces progrès, en profitent. Alors, voilà un petit peu les différentes choses qu'il y a. Hein, je vous laisse. Voilà, je vais vite passer. Et puis, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on est en train de bouger. La réponse, c'est qu'il faut en parler. Les professionnels de santé doivent en parler. Parler de santé sexuelle et de vie intime, non seulement ça améliore votre bien-être, mais ça améliore votre santé globale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Enfin, maintenant, on le sait depuis 5-6 ans, mais là, on a plein de preuves qui le montrent. Et on a des traitements efficaces pour pratiquement tous les dysfonctions sexuelles et vie intime. Voilà, j'ai tenu la parole. J'ai pas eu le temps. Désolé, je suis allé un petit peu vite. Merci, docteur Bondil. Nous sommes en retard, mais je ne peux pas ne pas laisser aller deux questions pour les suivantes. Docteur Bondil est avec nous. Déjà, je vous supprime le dessert. Mais ensuite, pour l'apéro, on verra avec le docteur Bondil pour les autres questions. Première question, rapidos. Alors peut-être moi, bonjour. Vous avez une slide que vous avez passée très rapidement sur les typologies, sur les types de troubles sexuels. Je ne sais pas si on a le temps, s'il est prévu, de quelle manière on peut avoir plus d'informations sur ces types de troubles sexuels que vous évoquiez. Et sinon, il y a un élément que je n'ai pas entendu, et je suis à la recherche de ce type d'informations. Quelle est la réalité en termes de pourcentage de troubles sexuels par rapport à tous les troubles sexuels que vous avez évoqués? C'est quoi? C'est 5-10%? C'est 80-90% des troubles sexuels réels dans le cadre de prostatectomie, radiothérapie ou autre? Quelle est la réalité de ce à quoi les gens peuvent être confrontés? C'est très fréquent. Donc, il faut savoir, l'âge, en rôle, c'est 50 ans. Le cancer de prostate débute à 50 ans et l'âge moyen, 70 ans. On enlève le cancer de prostate, donc c'est une population
après 50 ans, qui a des maladies chroniques, du vieillissement, des problèmes psychologiques, etc. Donc on sait que déjà, on a à peu près, à 50 ans, vous avez pratiquement 40% des hommes qui ont déjà des difficultés d'érection. D'accord ? Donc déjà 50 ans. Alors si en plus vous rajoutez qu'on va traiter le cancer de prostate, alors il faut, dans les traitements, la prostatectomie radicale est tout de même celle qui donne d'emblée le plus grand nombre de difficultés érectiles. Alors, le problème, c'est que c'est difficile de savoir, mais en gros, quand je dis 1 sur 2, je suis gentil, qui va avoir des difficultés. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'érection, qui n'a pas de trouble de l'érection avant la prostatectomie radicale, d'accord ? Donc déjà, la population générale, je vous dis, en gros, c'est 1 sur 2 qui a déjà des difficultés. Donc de faire une chirurgie, une radiothérapie, une hormonothérapie, ça ne va pas faire du bien, bien évidemment, d'accord ? D'où l'importance de le dépister et de traiter. Mais si vous n'avez pas de trouble de l'érection, je veux dire, en gros, prostatectomie radicale, 1 sur 2. Pour raison XY. D'accord ? Si vous faites... Mais c'est brutal, la chirurgie. Par contre, la radiothérapie, l'hormonothérapie, c'est pareil. Hein. La radiothérapie va entraîner des difficultés de cet ordre de 1 sur 2, mais pas tout de suite, au bout de 6 mois, 12 mois, 1 an. Donc on voit une évolution progressive qui se fait à cause de la fibrose due au traitement. Si jamais on fait une hormonothérapie complémentaire, puis les gens, ils ont le diabète qui s'aggrave, les maladies cardiovasculaires qui s'aggravent. Pour ça qu'il faut prendre cette prise en charge. Donc, souvenez-vous, c'est simple, plus d'une personne sur 2, pour simplifier. Voilà, plus d'une personne sur 2. Donc c'est très fréquent. Alors les troubles de l'éjaculation, quand on fait une prostatectomie radicale, il n'y a plus d'éjaculation. D'accord ? C'est fini, puisque c'est le réservoir des gars. Par contre, si on fait une radiothérapie, ça va être modifié. Donc vous allez avoir les troubles du désir, c'est très fréquent, parce qu'il y a 20% des hommes qui ont un cancer de prostate qui ont déjà un syndrome dépressif. Donc déjà ça. Deuxièmement, quand vous avez un hypogonadisme, donc un manque de testostérone, c'est un facteur favorisant du cancer de prostate. Donc c'est aussi un signe de baisse du désir sexuel. Donc vous voyez, donc vous pouvez avoir tout ça. Après, vous avez les troubles de l'excitation. Ben là, c'est l'insuffisance érectile qui est le plus important et c'est celui qui va être le plus demandé, le traitement le plus demandé. D'accord ? Parce que la différence entre les hommes et les femmes, une femme, elle a exactement des troubles de l'érection avec le clitoris, mais la grande différence est la lubrification. Une femme peut avoir un rapport sexuel pénétrant, pour simplifier, si elle a une insuffisance érectile, tandis qu'un homme ne peut pas. Donc vraiment, le maillon faible du rapport sexuel pénétrant, parce qu'on peut avoir du plaisir hors la pénétration, et il faut le dire aux patients, c'est l'insuffisance érectile. C'est pour ça que c'est si important, la capacité érectile. Ouais, c'est identitaire, fonctionnel, etc. Et après, vous avez d'autres troubles des rapports. Si c'est douloureux, on peut avoir des courbures, genre maladie de la péronie, des fibroses, des douleurs lors de l'éjaculation, on peut avoir des pertes d'urine. Mais les 2 gros problèmes, comme je vous disais, c'est l'insuffisance érectile et puis la baisse du désir. Voilà. Et ça, c'est plus d'1 homme sur 2. Okay. Mais il y a des traitements efficaces. Très bien. Autre question. Dépêchons-nous. 1, 2, 3. Plus de questions. Ça tombe bien. On a juste un petit quart d'heure de retard. Donc, demi-dessert. Bon appétit. À tout à l'heure.